Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, journal, janvier-juin 2020, avec Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, bonjour. Bonjour, monsieur Wielinski. Je rappelle, Agnès, que vous êtes médecin, hématologue, professeur des universités et aussi femme politique, et que vous avez été ministre de la Santé de 2017 à 2020. Et vous avez publié il y a quelques semaines ou quelques jours votre journal de la période janvier-juin 2020, c'est-à-dire une période très restreinte dans votre vie, de quelques mois, d'une année intense en événements, puisque c'est l'année où vous finissiez votre mandat, votre charge, puis-je dire, de ministre de la Santé et des Solidarités, et vous entamiez la campagne pour les élections municipales de Paris. Donc votre journal est paru chez Flammarion. Et voilà, j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui de cette période. Et ma première question, elle est très simple, c'est: vous nous donnez à lire ce journal de cette période très restreinte et intense. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Qu'est-ce que vous avez voulu nous donner à lire ou à entendre? Alors, c'est un journal que j'ai tenu pour mes enfants et que j'ai tenu au moment du confinement, à partir du confinement. Et j'ai souhaité retracer pour mes enfants les 6 ou 8 premières semaines de 2020 qui ont vu arriver le coronavirus de Chine dans le monde entier, avec cette pandémie qui s'est déclarée, ou qui a été déclarée par l'OMS pandémie le 11 mars, période où j'étais en campagne pour les municipales. Et il m'avait semblé que tellement de choses fausses avaient été dites et j'avais été tellement attaquée sur cette période que je souhaitais le retracer pour mes enfants. En effet, au moment du confinement, j'avais pris la décision d'aller travailler à l'hôpital pour m'occuper de patients atteints de Covid. Je voulais retrouver mon rôle de médecin. Et je me disais que si je mourais du Covid, comme n'importe qui, puisqu'on ne savait pas qui allait vivre ou mourir au moment du tout début de la pandémie, et malheureusement un certain nombre de soignants sont décédés, eh bien, il fallait que je laisse à mes enfants une trace de ce que j'avais fait. Donc ce journal n'a pas du tout été écrit pour être publié. Mais nous sommes bientôt à 4 ans de ce grand basculement, de cette pandémie qui a fait tellement de dégâts, tellement de ravages. Et j'ai réalisé qu'au bout de 4 ans, les fake news, la mauvaise perception de ce qui avait été fait à ce moment-là, n'avait toujours pas été rétablie. J'imaginais que certains journalistes allaient faire un travail, ou historiens, ou sociologues allaient faire un travail de retour d'expérience sur cette période. Or, il n'y en a pas eu, et je dirais que ces mensonges ont perduré. Et donc, je me suis dit que ce journal était une base. Je l'ai évidemment transformé pour en faire un livre, puisque le journal était beaucoup plus intime, évidemment, mais que cela permettait de retracer, jour après jour, comment nous avons vu arriver le virus, ce que nous avons fait, comment la population a réagi, comment les journalistes ont traité le sujet, comment les médecins se sont comportés, notamment sur les plateaux de télé, parce que je dirais qu'il y a deux types de médecine. Il y a ceux qui étaient au front et qui ont pris en charge les malades et qu'on n'a pas beaucoup entendus, puis il y a ceux qu'on a vus tous les jours dans les médias et qui ont joué un rôle. Et je me suis dit que je pouvais peut-être, par ce récit historique que j'ai souhaité historique et très factuel,
faire connaître aux Français une partie de leur histoire qu'ils n'auraient pour l'instant pas encore connue. Donc pour moi, ce livre, c'est une façon de participer à un retour d'expérience parce que votre émission, elle est dédiée à l'avenir. Comment peut-on faire mieux? Que nous est-il permis d'espérer? Eh bien, on ne construit rien de solide sans un récit historique proche de la réalité. Essayer de construire l'avenir sur des mensonges, nous le savons en histoire, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est l'objet de ce livre, c'est de restituer un fragment d'histoire pour les Français. Et j'espère qu'il sera ensuite la base de travaux d'historiens ou d'étudiants ou de sociologues ou de philosophes sur la façon dont nous nous sommes tous comportés pendant la pandémie. Oui, parce que c'est ce journal, c'est-à-dire qu'on vous suit pas à pas pendant quelques semaines, quelques mois, c'est un véritable document, ça sera un document historique, puisque c'est très rare d'avoir l'occasion d'avoir à ce point une vision d'une période et d'une crise de façon aussi précise, je dirais presque heure par heure, par son principal acteur, sa principale actrice. C'est ça, il m'a semblé que, vu la position que j'occupais à ce moment-là, qui était certes ministre de la Santé, donc en charge de prendre des décisions, mais qui était aussi mon regard de médecin, et ce n'est pas anodin, on voit bien dans le livre que si je n'avais pas été médecin, il y a tout un tas de décisions, de réflexions que je n'aurais pas eues. Et puis mon regard aussi de citoyenne, en fait, comme n'importe qui, j'avais peur. Peur pour ma famille, peur pour les futurs malades, j'avais peur de ce qui allait nous arriver puisque je le pressentais. Et donc c'est une triple casquette qui m'a permis de me comporter d'une certaine façon pendant cette période. Et il me semblait que ce regard-là, j'étais malheureusement la seule à pouvoir l'apporter. C'est aussi la raison pour laquelle j'y ai fait figurer tous nos échanges de textos, de mails. Et les échanges avec le Premier ministre, avec le Président de la République, avec ça, c'est... Absolument, parce que je pense que c'est historique, en fait. C'est quelque chose qui nous a tous frappés de plein fouet, qui a été un bouleversement dans le monde entier, qui a transformé les rapports entre les pays, entre le Nord et le Sud, avec un certain ressenti sur l'accès au vaccin, par exemple. Et puis avec, évidemment, des dégâts. On ne sait pas aujourd'hui comptabiliser le nombre de millions de morts. On est autour de entre 15 et 20 millions, probablement, de morts directes ou indirectes du Covid, sans compter les Covid longs, sans compter l'appauvrissement d'un certain nombre de nos concitoyens ou de personnes dans le monde. Donc ça a quand même considérablement bouleversé les équilibres internationaux. Et donc j'ai considéré que mon rôle était un rôle simplement de livrer un fragment d'histoire. Alors c'est bizarre de le faire de façon aussi proche. En général, les gens livrent leur mémoire 10, 15, 20 ans après. Mais en fait, la mémoire s'efface vite. Je me suis rendu compte qu'on perd la mémoire. Heureusement que j'ai tenu ce journal au jour le jour et que j'avais mes agendas et toutes ces notes et tous ces textos et mails. Parce que sans cela, je crois que tout le monde compacte le temps. J'ai eu l'occasion de discuter du livre très récemment avec le président de la République et à un moment, il m'a dit « Mais vous vous souvenez quand on a convoqué le conseil scientifique ?» Et je lui ai dit « Non, monsieur le président, moi je n'étais plus là quand vous avez fait un conseil scientifique. » Mais si, vous étiez là. Et donc je voyais bien que même le président de la République... Vite, en fait, tout le monde compacte ça, confond les dates. Or, sans ce qu'on appelle en médecine l'anamnèse, c'est-à-dire l'histoire précise heure par heure d'une maladie ou jour après jour, en fait, on fait de mauvais diagnostics. Et donc l'objet de ce livre, et le fait que ce soit un journal tenu heure par heure, jour par jour, permet une chronologie exacte et permet de retracer les décisions dans un contexte, à un moment donné, qui n'est pas forcément le même une semaine après, mais je dirais que parfois une semaine après, c'est trop tard. Mmh. Alors justement, Agnès Buzyn, une petite remarque en passant, très frappante quand on lit votre journal, c'est que la vie quotidienne d'un ministre, et notamment d'un ministre de la Santé, c'est toutes les secondes, c'est épouvantable. On a l'impression que... Enfin, épouvantable, c'est à la fois exaltant et complètement, vous êtes prenant. On a l'impression que
vous ne vous appartenez plus vous-même. Alors, c'est peut-être le cas de tous les ministres, parce que vous avez on parle toujours d'un agenda de ministre, mais là, ce que vous faites en une journée, c'est surhumain. Oui, alors je pense que ce que j'ai écrit là, c'est pas du tout pour me faire plaindre. En fait, c'est un immense honneur. Non, mais c'est une remarque, puisqu'on a peu l'occasion de suivre pas à pas un ministre. Il y en a très peu qui ont écrit ça. Et on se rend compte du boulot. Voilà, c'est pas mondain d'être ministre. Contrairement à ce que croient nos concitoyens, il y a énormément de travail. C'est pas une sinécure. Et pour moi, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire qu'on est un moine soldat quand on est ministre. On est là pour servir le pays, pour servir les gens. Et par exemple, je suis très très peu partie en vacances lorsque j'étais ministre. Je ne quittais jamais la France. J'étais toujours à 1 heure de Paris en transport pour pouvoir revenir à tout moment. Je ne suis pratiquement jamais sortie au théâtre pendant 3 ans. Et c'est bien. Et je trouve ça normal. On doit être 100% de son temps dédié au travail qu'on a à faire pour nos concitoyens, surtout quand le monde va aussi mal et qu'il y a tant de choses à transformer. Donc, ce que je décris là, c'est pas du tout pour me faire plaindre ou faire pleurer sur la vie de ministre, mais simplement pour rappeler que derrière, c'est énormément de travail et puis beaucoup d'expositions médiatiques, beaucoup de prises de parole parfois angoissantes, un mot qui dépasse et on est la risée des réseaux sociaux. Donc, il y a une pression énorme. Une tension permanente. Et à la fois, cette tension, elle crée probablement une décharge d'adrénaline qui fait qu'on dort très peu et qu'on y arrive. Ouais. Alors, Agnès Buzyn, à quel moment, donc on suit la période, vous étiez ministre depuis déjà un bon moment, vous étiez installé, etc., au moment où la crise de la pandémie commence à pointer le bout de son nez, fin 2019, début 2020, à quel moment est-ce que vous avez pris conscience qu'on était en train de s'acheminer vers une crise d'une telle gravité? Alors, je dirais qu'il y a 2 moments clés pour moi. Il y a un premier moment où, c'est d'ailleurs le premier jour de ce livre, je suis en vacances de Noël, le 25 décembre, avec mon mari en Corse, et je regarde Twitter par habitude, en fait. Les ministres regardent beaucoup ce qui monte sur Twitter. On s'informe de l'air du temps, des commentaires. Et puis, je vois passer un article en anglais avec une radio de thorax très pathologique. Elle attire mon regard parce que je suis médecin. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que cette radio ? Comme n'importe quel médecin, en fait. Je vois une radio pathologique, je regarde cet article et il annonce des cas de pneumopathie inexpliquée en Chine qui pourraient ressembler au SRAS. Et je ne sais pas pourquoi... si, je sais... Disons qu'on le savait tous, et dans le milieu de la santé publique depuis 20 ans, tout le monde sait que nous aurons à affronter un jour une ou plusieurs pandémies mondiales. Donc le SRAS, c'est déjà un mauvais souvenir, même si ça n'a pas été une pandémie. Et donc, ça m'alerte. Et je me dis, bon, ça vient de Chine, on est l'hiver, c'est la période de la grippe. Est-ce qu'il n'y a pas des mutations ? Est-ce que c'est une grippe aviaire ? Est-ce que c'est le SRAS ? Et j'envoie ça à Jérôme Salomon, qui est directeur général de la santé, en disant, il faut suivre ça. Donc, petite alerte, parce que je suis préparée en tant que médecin, en tant que spécialiste de santé publique, je suis préparée à l'idée qu'un jour, il pourra survenir une pandémie. Tout le monde le sait et tout le monde s'y prépare depuis 20 ans. Il ne faut pas croire que les pays ne font rien. Il y a des plans, il y a des exercices, il y a des traités internationaux sur les pandémies. Tout ça est absolument fait partie du quotidien des ministères de la Santé du monde entier. Donc ça, c'est la première période. Et la deuxième période où là, je comprends que ça va partir, c'est dans la semaine du 20 janvier où... on nous apprend un peu tardivement, malheureusement, parce que je pense que les autorités chinoises avaient l'information bien avant, mais on comprend qu'il y a une transmission interhumaine. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un virus qui passe d'un animal dans un marché aux poissons à Wuhan vers un homme, mais que les hommes peuvent se passer le virus entre eux. Et là... pour un médecin, là encore, ça change tout. Ça n'est pas du tout pareil que de recevoir quelques cas de patients qui auraient été en contact avec un animal et débarquent en France avec une maladie X ou Y, et la capacité qu'ont les hommes à se passer le virus, qui signe pour moi
un risque de pandémie évident, notamment avec un virus respiratoire. Donc, dans cette semaine-là, je prends conscience de la gravité potentielle et je dirais que au ministère, cette semaine-là, c'est le branle-bas de combat. Et nous sommes vraiment, je pense, très en avance de phase par rapport aux autres pays européens. Parce qu'on le voit dans le livre, en fait. Nous nous battons en permanence pour faire prendre conscience aux pays européens qu'il faut... Et à l'OMS aussi. Et à l'OMS aussi, en fait. L'Organisation mondiale de la santé. Je m'énerve beaucoup contre l'Europe, je m'énerve beaucoup contre l'Organisation mondiale de la santé, dont je ne comprends pas les décisions, et je décide d'agir malgré tout. Enfin, voilà, on voit les batailles qui se sont passées derrière et que personne n'imagine aujourd'hui, et dont je suis la seule à avoir la clé. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité le rendre public. Alors, vous êtes très vite, dans ce début 2020, dans une position, j'allais dire, intenable. C'est-à-dire que vous êtes responsable de toute l'administration de la santé, des médecins, etc. Et vous avez la charge d'avertir la politique et d'informer tous les Français sur la gravité de ce qui est en train de se passer. Alors, le problème, c'est toujours... C'est une ligne de crête, hein, l'information. C'est jusqu'où vous allez, lorsque vous avez un pressentiment que ça peut être grave, jusqu'où vous allez et jusqu'où vous vous exposez, et on l'a vu avec la grippe H1N1, à dire que ça va être grave parce que vous le pressentez, et d'être mis en défaut parce que la réalité ne suit pas. Ça a été le problème de Roselyne Bachelot avec la grippe H1N1. On en a fait énormément. On a vu comment elle avait été ridiculisée pendant quand même 12-13 ans avant qu'on lui rende justice. Surtout, le problème que je ressens à cette période-là, et la difficulté que j'ai, c'est que je suis toute seule à pressentir le danger. C'est-à-dire que la communauté scientifique nationale et internationale, en tous les cas celle qui s'exprime sur les réseaux sociaux, celle qui s'exprime dans les médias, est totalement à contre-courant de ce que je pense. Donc, tous les scientifiques et les médecins qui parlent sur les plateaux ou qui tweetent n'arrêtent pas de dire « c'est une grippette », les politiques perdent leur nerf, ils ont peur de ne pas en faire assez, alors ils en font trop. Donc en fait, il y a un contexte national où en fait, je suis complètement en porte-à-faux et je n'arrive pas à mobiliser mon écosystème médical. Je le vois, j'ai du mal à mobiliser les hôpitaux, à avoir des informations, les ARS. Et ça n'est pas étonnant puisque leurs propres experts n'arrêtent pas de dire « mais ils en font trop, tout ça c'est du principe de précaution, c'est une grippette, ça va passer tout seul ». Et ce discours qui minimise la gravité se poursuit très tardivement, notamment au sein du Conseil scientifique au début. D'où les décisions qui sont prises par le président de la République et par l'écosystème politique de maintenir les élections, parce que le Conseil scientifique leur dit qu'on peut le faire. Et on voit à quel point je suis folle de rage et je m'énerve contre ces décisions, mais malheureusement, je suis un peu seule. Alors, je suis certaine que des médecins et des scientifiques avaient le même pressentiment que moi. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pris la parole publiquement. D'où ce sentiment de décalage permanent que j'ai pendant ces 8 premières semaines entre ce que je ressens et ce que je voudrais qu'on fasse et la façon dont l'épidémie est perçue dans l'écosystème médiatique, politique et scientifique. Alors, c'est vrai, on sent bien vraiment dans ce livre, Agnès Buzyn, donc c'est le journal que vous avez écrit de janvier à juin, je rappelle que c'est à juin 2020, je rappelle que c'est paru chez Flammarion. On voit bien dans ce journal, effectivement, que vous vous battez contre la communauté scientifique au niveau international qui a tendance à minimiser parce qu'ils n'ont pas forcément envie, mais c'est, je dirais, les politiques de leur côté, c'est aussi ce qu'ils veulent entendre. C'est-à-dire qu'eux aussi, il y a une espèce de symbiose finalement entre les scientifiques et les politiques qui est bien naturelle d'une certaine façon pour aller vers le sens de ne pas paniquer les foules, quoi. Et on a l'impression que vous êtes un peu seul par rapport... Alors, vous n'étiez peut-être pas seul, parce que vous aviez toute l'administration de la santé derrière vous. Oui. Vous parliez de Jérôme Salomon, vous parlez de tous ces gens-là qui vous ont beaucoup... Il y a un noyau solidaire quand même important. Enfin, quand même, vous êtes à la tête de tout ça, et c'est vous qui devez porter l'étendard quand même...
Alors, le ministère est très mobilisé et je remercie vraiment sincèrement les équipes parce qu'ils ont été attaqués, décriés, moqués, alors que ce ministère de la Santé a fait un travail absolument incroyable. Après, on peut considérer que ça a été insuffisant et que ça n'a pas... Mais ça a été insuffisant dans le monde entier, quelque part, par rapport à la gravité du virus. Je pense que malgré toutes les préparations que font les pays depuis 20 ans, il n'y a pas un pays qui n'a pas été surpris par la vague. Donc, je voulais rendre hommage aux équipes qui ont fait un travail incroyable. Le nombre de fonctionnaires du ministère de la Santé qui ont fait des burn-out après la pandémie est considérable. Ils ont travaillé jour et nuit. Je rends hommage à mon conseiller pour les crises, Grégory Emery, qui est maintenant directeur général de la Santé. Je rends hommage à Jérôme Salomon, qui a été directeur général de la Santé à cette période-là. On est un noyau dur et on mobilise énormément, effectivement, le ministère, et le ministère est à fond. Mais vous avez raison, les gens écoutent ce qu'ils ont envie d'entendre. On le sait en médecine quand on donne un diagnostic à des patients. On sait bien que la façon dont la parole est perçue va dépendre de ce que les gens ont envie d'entendre. Et ça, vous ne pouvez pas échapper au fait qu'il y a une interprétation de la parole. Et le plus bel exemple pour moi, c'est ma première conférence de presse. Je décide de faire une première conférence de presse parce qu'il y a un bruit qui court à l'OMS, comme quoi il y aurait une transmission interhumaine. Je comprends immédiatement que ça peut être grave et que ça peut déclencher une pandémie. Et je décide donc de commencer à avertir les Français en annonçant que je ferai une conférence de presse tous les jours à partir du 21 janvier. Et dans cette conférence de presse, je dis le risque d'importation du virus est faible, mais ne peut être exclu parce qu'il y a des lignes directes d'avions. Voilà, donc je commence à dire les choses avec mes mots. Alors, on apprend en communication politique qu'il ne faut jamais dire « mais ». Mais bon, malheureusement, je l'ai dit ce jour-là. Et je m'aperçois le soir même que sur tous les bandeaux des chaînes de télévision Tout Info, on ne note que le risque d'importation est faible. Et on me coupe la deuxième partie de la phrase. Donc, en fait, les gens ne retiennent que ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ce qui n'était pas du tout l'objet de ma conférence de presse, puisque, au contraire, je suis la première au monde à faire une conférence de presse. C'est bien parce que je suis inquiète. Je commence mes conférences de presse quotidiennes 15 jours avant l'Organisation mondiale de la santé. C'est pour vous dire à quel point je suis en alerte. Mais je vois bien que ça passe pas. Et c'est tellement évident pour moi que le lendemain matin, j'écris à mon directeur de cabinet en disant « mais le message n'est pas du tout passé comme je le souhaitais ». Et donc, il y a mon texto qui lui dit « mais enfin, c'est pas ça que je voulais dire en conférence de presse ». Et quand je pense que cette phrase a été utilisée contre moi pour me tourner en ridicule, pour m'insulter, pour créer ce dénigrement absolu, alors que c'était exactement une phrase qui voulait dire le contraire, vous apercevez qu'à un moment, la communication vous échappe et que malheureusement, on peut en extraire n'importe quel fragment pour dire ce qu'on a envie d'entendre, en fait. Ouais. Et alors, bon, donc vous êtes un peu seul, la crise devient de plus en plus aiguë. Et c'est à ce moment-là que vous changez d'orientation, que vous lancez dans la bataille de la mairie de Paris. J'aimerais savoir, Agnès Buzyn, comment vous interprétez, 3 ans ou 4 ans plus tard, cette séquence, à la fois d'un point de vue général et aussi d'un point de vue personnel. Alors c'est très difficile pour moi de comprendre comment je suis arrivée à dire oui. Parce que sincèrement, d'abord, je le regrette tout de suite en fait. Dès que l'épidémie démarre en dehors de Chine, c'est-à-dire en Italie, 6 jours après mon départ, je comprends que ma perception du risque était réelle, était vraie, et je comprends que la pandémie va démarrer. Mais je suis partie du ministère 6 jours avant et c'est trop tard. Donc, il y a une forme de concours de circonstances où on me demande de partir à la mairie de Paris comme candidate pour remplacer Benjamin Griveaux au pied levé, à un moment, une sorte de faux plat dans l'épidémie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore sortie de Chine. Il y a des cas importés en dehors de Chine, évidemment, mais la pandémie n'a pas démarré. Et je commence à douter de ma perception à ce moment-là, parce que d'abord, tout le monde me dit que ça ne va pas être grave. La grippette, on l'entend partout. Et moi-même, je me dis, peut-être que je suis folle. Donc il y a déjà le fait que la perception de la pandémie n'est pas encore dans tous les esprits à ce moment-là. Et même moi, j'en viens à douter de mon pressentiment.
Après, c'est un concours de circonstances incroyable, puisque je décide de ne pas aller aux élections, je le dis au président de la République et au Premier ministre, et à ce moment-là arrive l'affaire Griveaux avec la cassette, quasiment le jour où je viens de leur dire « je n'irai pas aux élections, j'ai trop de travail, et je ne peux pas me mobiliser ». Et puis, on voit bien que la majorité n'a pas de candidat. La majorité n'a pas de candidat. Quelque part, ils font des réunions de crise dans lesquelles je ne suis pas. Et je pense qu'on me désigne volontaire parce que les trois dames sur la tête d'affiche, entre Rachida Dati, Anne Hidalgo et moi, il y a quelque chose qui fonctionne. À l'époque, je suis une ministre plutôt appréciée et respectée. Donc, la candidature, quelque part, ma candidature s'impose un peu à la majorité. Après, il va falloir trouver les arguments pour me faire partir. Et c'est là où ça devient difficile. Donc, chacun y va de son argumentaire. Bon, on m'explique que j'ai déjà refusé d'aller comme tête de liste aux européennes. J'avais déjà dit non au président de la République, donc Nathalie Loiseau avait repris la liste. On ne dit pas 2 fois non à la majorité présidentielle. On vous dit qu'on vous a donné la chance d'être ministre. C'est un honneur. Vous venez de la société civile. Il faut faire ses preuves en politique. Vous devez rendre ce qu'on vous a donné. Enfin, voilà, il y a tout un discours autour de la loyauté. Il y a le fait que je pense que les conseillers qui m'appellent à ce moment-là, ou les chefs de parti qui m'appellent, n'ont pas la perception de la gravité de ce qui va arriver, clairement. Je pense que s'ils avaient eu la perception de la gravité, ils ne m'auraient probablement pas demandé de partir. Et je dirais même qu'il y a l'inverse, c'est-à-dire que j'ai été très claire avec le président de la République lors d'une conversation quelques jours auparavant, avant l'affaire Griveaux, 5 jours avant, en lui disant que je pensais qu'on allait confiner tous les pays du monde, que les vols internationaux allaient s'arrêter, que le monde allait perdre 10 points de PIB, que ça allait durer au moins 1 an, voire plus. Donc je lui fais un discours totalement anxiogène et dystopique, au point où Alexis Collère, en Conseil des ministres, 3 jours après, me dit « Agnès, qu'est-ce que tu as dit au président ? Tu lui as fait peur, c'est le bandeau de mon livre. » Ah oui, je lui ai fait peur parce que je lui dis ce que je perçois, et je préfère l'alerter en avance pour qu'on prenne les bonnes décisions. Et en fait, je dirais que cette alerte me revient en boomerang, c'est-à-dire que les conseillers du président considèrent que je suis totalement folle et que je vais faire peur à tout le monde avec mon discours anxiogène et que je suis un danger pour la croissance française qui est en train de repartir tranquillement et que tout va bien à ce moment-là. Donc voilà, il y a eu un concours de circonstances incroyable avec évidemment l'affaire Griveaux, qui est le battement d'aile du papillon. Oui, il y a un enchaînement de choses qui font qu'effectivement vous êtes... Il y a un enchaînement de choses qui vous échappent, qui échappent aux politiques d'ailleurs, qui échappent au président, qui échappent à tout le monde, parce que cette histoire de Griveaux, c'est insensé, alors qu'on est en train de vivre le début d'une épidémie extrêmement importante, et il y a une espèce de vaudeville qui se... L'impression qu'on a, je vais vous le dire très franchement, Agnès Buzyn, vous êtes une ministre reconnue, vous êtes bien dans votre poste depuis un bon moment, vous avez les compétences, vous avez les qualités, vous avez les charismes, vous avez tout, et on a l'impression que vous vous lancez dans une bataille qui n'est pas la vôtre. Oui, je le sais maintenant. Franchement, je le découvre. Parce que vous êtes une politique, mais vous n'êtes pas une politicienne. Non, je ne suis pas une politicienne. J'aime l'action publique. C'est ce qui m'a motivée toute ma vie. C'est pour ça que j'ai accepté des postes de responsable d'agence sanitaire et le poste de ministre. J'aime l'action publique, c'est-à-dire travailler pour les autres. Quelque part, c'est ce qui motive un médecin, c'est s'occuper des autres quand on est médecin. Donc la politique, elle est un peu naturelle pour un médecin. C'est-à-dire s'engager et essayer de faire réparer, vous voyez, soigner, réparer. Faire de la politique, c'est ça, c'est soigner le pays ou un système, réparer ce qui ne fonctionne pas. Donc l'engagement politique, il est un peu naturel. Mais de là à faire de la politique politicienne, c'est-à-dire de la tambouille électorale, les petites phrases, les coups tordus, alors là, j'ai aucun talent, je l'avoue. J'ai même une certaine naïveté qui, peut me servir parfois, ou me desservir souvent. Mais c'est vrai que la campagne de Paris est un cauchemar. C'est un cauchemar. Même en dehors, on a l'impression que c'est en dehors du coronavirus. Les coups tordus, les coups tordus partout. Tout est permis, quoi. C'est vraiment... Alors, Édouard Philippe m'avait prévenu, d'ailleurs, au moment où je lui donne ma lettre de démission, il me dit, tu vas voir, la politique au niveau local, et notamment une campagne municipale, il me dit, il n'y a rien de pire.
Ah, effectivement, je le confirme, et surtout l'élection à Paris, parce que vous devez constituer des listes par arrondissement, vous avez plus de 500 personnes qui s'engagent avec vous sur ces listes, enfin, il faut les choisir, il faut traiter tout le monde, les partis, les équilibres. C'est de la négo permanente sur les listes et tout ça. Alors je découvre en fait complètement. Tous les épisodes avec Cédric Villani... C'est pas votre truc. Non, je vous le confirme, c'est pas du tout mon truc. Et d'ailleurs, bon, je pense que j'y mets la distance nécessaire dans le livre. Bon, j'ai aucun ego là-dessus. Je fais comme je peux, j'essaie de faire au mieux. Mais enfin, c'est clairement pour moi une découverte invraisemblable. Voilà. Donc c'est probablement une très bonne leçon. Vous quittez le ministère de la Santé à regret. Alors, on le voit bien, puisqu'il y a une page dans votre livre où vous arrivez dans votre bureau et vous fondez en larmes. Mais c'est pas parce que vous avez envie de vous accrocher au pouvoir. C'est parce que vous avez l'impression de quitter ce poste de ministre de la Santé à un moment où peut-être vous seriez le plus utile et à l'endroit où vous seriez le plus utile. Ah oui, c'est clair, je suis déchirée, mais vraiment déchirée entre la loyauté à un parti, c'est pas vraiment un parti, mais disons au président de la République et au Premier ministre qui m'ont donné la chance d'être ministre. Donc j'ai un devoir de loyauté et à la fois je suis à ma place. Je connais très bien le ministère de la Santé parce que j'ai occupé d'abord, avant d'être ministre, des postes de responsabilité dans des agences sanitaires qui m'ont fait connaître tous les bureaux du ministère, beaucoup de sujets. Je les maîtrise. En plus, je suis à 3 ans quasiment de ce poste de ministre. Je maîtrise la communication. Il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de grosses erreurs stratégiques. Je suis plutôt respectée. Je suis très respectée par les services, plutôt respectée par le corps médical. Et donc, oui, ma place est au ministère. Et à la fois, je dis oui. Alors, pourquoi je dis oui ? Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu personnel. Si j'essaie vraiment de comprendre, j'ai une forme d'épuisement à essayer de me battre contre mes collègues. Il y a, depuis que je suis ministre en 2017, sans arrêt des grèves. Alors, d'abord, les grèves des EHPAD, puis la question des déserts médicaux, avec énormément d'articles de presse sur le fait qu'il y a des déserts médicaux en France. On pourra y revenir, parce que malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Après, il y a la grève des urgences, avec les collectifs interurgences. Puis, il y a la grève des médecins hospitaliers. Et au moment du Covid, il y a la grève administrative des médecins hospitaliers, qui sont tous mes collègues. Je les connais. En fait, ceux qui sont qui prennent la parole dans les médias, qui font des tribunes contre moi, ce sont des collègues, voire des amis, avec qui j'ai travaillé toute ma vie de médecin lorsque j'étais à l'hôpital public, médecin à la PHP, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et je sens que ce qui se noue entre eux et moi est quelque chose qui n'est pas dans le rationnel politique. Ils m'en veulent d'être ministre, ils m'en veulent peut-être de ne pas trouver les solutions. Nous sommes trop proches par rapport à un politique pur et dur. Et donc, j'ai l'impression qu'ils me font payer quelque chose et que je n'arriverai pas à arrêter la grève. Et je me dis à ce moment-là que si Olivier Véran reprend le ministère, parce qu'il faut que ces médecins hospitaliers reprennent leur poste, parce que je sens la pandémie arriver, je me dis, si je veux qu'ils arrêtent leur grève, il faut que je me retire. Parce qu'avec moi, ils vont m'user jusqu'au bout. Parce que ce qui se joue entre eux et moi est quelque chose de l'ordre de l'intime. Parce que je les connais trop bien, qu'ils me connaissent trop bien. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'Olivier Véran devient ministre, et 3 jours après, les médecins arrêtent leur grève. Et donc, cette perception que j'ai, elle n'est pas fausse. Et ça, je pense que ça a joué, en me disant, mais peut-être que je gêne, en fait, la reprise de l'activité hospitalière parce que c'est moi, et parce qu'on se connaît trop. Alors, vous quittez votre poste de ministre, c'est quand exactement, je me souviens. Je parle le 15 février. 15 février, donc 2020. Le 16, oui, 16, le dimanche février, 16, voilà. Ouais. C'est-à-dire, bon, un petit peu avant le confinement. Un mois avant. Un mois avant le confinement. Et là, alors, aussitôt, les attaques démarrent, mais alors, de tous les côtés et avec une violence absolument incroyable. Alors, c'est pendant le confinement que les attaques démarrent. C'est-à-dire un mois plus tard. C'est un mois plus tard. C'est-à-dire que là, du 15 février au
au 16 mars, date des élections, je suis en campagne. L'épidémie démarre en Italie 6 jours après mon départ, donc autour du 21 février. Et puis elle démarre en France le 27 février, donc 15 jours après mon départ. Et là, je comprends. Je comprends que je suis en train de faire campagne avec une épidémie qui arrive. Ça devient cauchemardesque parce que je suis totalement clivée entre ma vision de médecin, de ce qu'il faudrait faire. Il faut arrêter de se serrer les mains, il faudrait arrêter de faire campagne en réalité. Il faudrait confiner le pays pour moi, très tôt. Et le fait que je dois faire campagne parce que voilà, je suis une candidate et que derrière moi, il y a plus de 500 personnes qui se sont engagées sur des listes électorales, des milliers de militants, enfin, il y a la mairie de Paris en jeu. Donc, une campagne clivée, les élections arrivent, on confine le lendemain de l'élection. Donc, le confinement démarre le 16 mars 2020. La pandémie est déclarée par l'OMS 5 jours avant, donc très très tard, le 11 mars. On confine, et là, quelqu'un envoie sur les réseaux sociaux cette première vidéo tronquée de ma première conférence de presse du 21 janvier, c'est-à-dire 2 mois avant, où je dis le risque est faible, mais ne peut être exclu. On coupe la phrase et je suis tout d'un coup la personne la plus ridicule du monde, celle qui n'a rien vu, celle qui n'aurait rien fait, et commence une descente aux enfers le lendemain de l'élection sur tous les réseaux sociaux, mais pas seulement, dans la presse régulière, sur les plateaux télé. J'ai vu des gens que j'estimais, qui étaient pour moi des journalistes posés. Je pense à Alain Duhamel, que je vois sur un plateau de télévision, m'agonir d'injures, excité comme un fou. Mais je me dis, mais ce pays est devenu fou. C'est-à-dire que personne ne vérifie rien, personne ne sait ce que j'ai fait pour préparer le pays, personne... Et je deviens l'exutoire. L'exutoire, le bouc émissaire. De l'angoisse. Je le comprends. Alors que vous êtes paradoxalement, et ça rend la situation pathétique, et alors que vous étiez la personne qui a alerté le plus tôt. Le plus tôt, et alerté au niveau, je dirais, européen. En tous les cas, je ne peux pas dire mondial, parce que je pense que les pays d'Asie ont été plus réactifs que nous, même si on s'en est rendu compte très tard. Mais je pense qu'en Europe, clairement, j'essaye, moi, de mobiliser tous mes collègues, et je n'y arrive pas. Donc, et au niveau du G7, enfin, je vois bien à quel point je suis en alerte. Effectivement, il y a ce retour de bâton invraisemblable, et c'est là où je parle de Cassandre à un moment, être le messager des mauvaises nouvelles. Ça aboutit à ce qu'on vous coupe la tête. Alors, évidemment, pas en réalité, même si j'ai eu énormément de menaces de mort à cette période-là, et encore maintenant, je deviens l'exutoire, la personne la plus ridicule de France, celle qui n'aurait rien fait, celle qui est responsable de tous les malheurs des Français. Au point que la justice s'en empare quand même. Hein. Je suis quand même mise en examen pour la gestion de la crise Covid. À un moment donné, heureusement, la Cour de cassation a annulé cette mise en examen cette année. Mais ça devient une descente aux enfers infernale. Avec dès le début, alors j'ai été très surpris, dès le début, une composante antisémite puissante. Très, très puissante, parce que, en fait, c'est connu dans toutes les épidémies depuis la nuit des temps. Même au Moyen-Âge, ça a toujours été les Juifs qui empoisonnaient les puits, qui étaient responsables de l'épidémie de peste ou de choléra, etc. Donc, donc, cette mécanique très archaïque du Juif qui est responsable de l'épidémie, elle se met en marche immédiatement, mais pas qu'au niveau français. Alors, bien sûr, je dirais que le fait que je sois une femme juive de la société civile favorise et rend ces attaques très faciles. Probablement que si j'avais été un homme d'un parti politique et non juif, j'aurais été probablement moins attaquée. Mais la communauté internationale a immédiatement identifié l'antisémitisme, la résurgence de l'antisémitisme au moment du Covid, au point que la Commission européenne a publié un rapport en avril 2020, c'est-à-dire très, 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 très tôt, 1 mois après le début de la pandémie, pour dire, attention, l'antisémitisme repart partout, les Juifs sont accusés d'avoir créé le virus, d'avoir empêché les traitements, d'avoir... Enfin, c'est un délire antisémite partout dans le monde. Je crois qu'il y a aussi un rapport de l'ONU. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites. Je ne suis pas du tout une spécialiste. Je mets quelques références dans le livre, mais
c'est une mécanique qu'on connaît depuis la nuit des temps, et notamment au Moyen-Âge. C'est pour ça que je dis que si j'avais vécu au Moyen-Âge, je pense que j'aurais été brûlée comme une sorcière. Heureusement, l'État français a mis à ma disposition une protection policière depuis cette période, et je remercie vraiment l'État. Est-ce que vous êtes senti physiquement en danger ? J'ai été attaquée plusieurs fois. Plusieurs fois, avant qu'on me mette la protection policière, quand je descendais dans la rue, j'étais insultée. Il y a des gens qui m'ont agressée. Mon fils est venu à ma rescousse plusieurs fois. Heureusement, j'ai un chien qui se mettait à aboyer. Donc, je ne pouvais plus descendre dans la rue. Les gens m'insultaient. L'horrible Agnès Buzyn, à cause de vous. Enfin, c'était absolument délirant. Et au point que j'avais peur et que je ne pouvais plus descendre seule. Je descendais avec au moins mon mari et mes enfants. Et quand je suis allée travailler à Percy, donc comme médecin, et que je prenais les transports en commun, j'ai vraiment dit au ministère de l'Intérieur que je ne me voyais pas prendre le métro tous les jours avec ce risque-là. Vraiment, en plus, tout le monde connaissait ma tête. En tant que ministre, en tant que candidate à la mairie de Paris, je ne passais pas inaperçue, tout le monde me reconnaissait. Et donc depuis, je vis avec une protection policière qui me permet d'être tranquille. Il y a une résurgence aujourd'hui de l'antisémitisme à cause du conflit israélo-palestinien, mais je dirais que c'est pour moi simplement une nouvelle excuse pour l'expression de l'antisémitisme, parce qu'en réalité, cette résurgence, nous l'avons sentie au moment des Gilets jaunes. Elle a été très flagrante. Ensuite, au moment du Covid, même si on a faim de ne pas le voir, il y a eu énormément d'attaques antisémites. On l'a quand même vu dans les manifestations anti-vax et anti-pass, où il y avait énormément d'antisémitisme qui s'exprimait ouvertement. Et donc, je dirais que le conflit israélo-palestinien, c'est une bonne excuse pour pouvoir exprimer un antisémitisme latent qui existe déjà depuis plusieurs années, en tous les cas qui s'exprime facilement depuis plusieurs années dans la société française, malheureusement. Donc ça a été l'épisode du Covid et tout ce que vous avez vécu à ce moment-là cristallisait quelque chose que vous avez ressenti bien avant. Ah oui, les Gilets jaunes, on l'oublie, mais quand même la majorité des leaders des Gilets jaunes avaient des propos ouvertement antisémites. Oui, donc je le regrette parce que je pense qu'au début, le mouvement des Gilets jaunes pouvait avoir une composante sociétale vraiment importante à entendre, enfin un message important à entendre. Et d'ailleurs, on a été très attentifs à ce message. Mais il y a eu une dérive. Il y a eu une dérive très populiste et très antisémite qui a un peu discrédité le mouvement. Ensuite, le Covid l'a réalimenté. Personne ne l'a vraiment dit, sauf quelques journaux, des fake news, de check news qui sont maintenant, vous savez, de fact-checking dans les journaux, qui l'ont repéré. Il y a eu ce rapport de la Commission européenne qui est très très clair, et au point que la Commission européenne a demandé au pays de se doter d'un plan de lutte contre l'antisémitisme. Plan qui n'a pas toujours été adopté par tous les pays aujourd'hui européens. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu à ce moment-là une espèce d'écho? Moi, ça me fait penser un peu au procès des blouses blanches à l'époque de Staline, des médecins juifs ou des biologistes juifs, parce qu'il y avait vous, il y a votre mari, il y a Jérôme Salomon, enfin bon, il y a le milieu juif médical. On a l'impression qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire il y a ça, il y a à la fois le ressentiment ou la haine du juif et en même temps du scientifique, parce que vous êtes assimilé à un scientifique qui a du pouvoir et qui l'utilise, qui a caché des choses. C'est ça, voilà, qui l'utiliserait pour faire le mal. Voilà, donc mon mari, sur les réseaux sociaux, a été accusé d'avoir fabriqué le virus dans le P4 de Wuhan. Mon mari a reçu des menaces de mort. Il y a même une personne qui est en prison, qui a fait 1 an de prison. Enfin, des menaces de décapitation. On a quand même vécu des choses. Je dirais que quand vous avez consacré toute votre vie à la médecine et au service public hospitalier, ce qui est le cas de mon mari et de moi, on a travaillé toute notre vie à l'hôpital public, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Tous nos enfants médecins travaillent à l'hôpital public. Se dire que
on nous voit avec une petite partie, hein, parce que c'est quand même pas la majorité de la population, heureusement, mais que ces 5 ou 10% de complotistes nous voient comme les artisans du mal qui auraient tout d'un coup utilisé leur savoir et leur pouvoir pour fabriquer un virus horrible. Bon, c'est très désespérant, c'est très triste. Bon, ça n'est pas la première fois dans l'histoire, donc j'ai le recul nécessaire pour analyser. Et surtout, je vais vous dire, j'ai en fait une confiance très importante dans la majorité silencieuse. Parce qu'en réalité, beaucoup de gens sont normaux. Et ceux qu'on entend, ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans les manifestations, les plus bruyants, ne sont pas les plus nombreux. Et donc, je suis capable aussi d'analyser, de mettre à distance. Alors voilà, il y a 5 à 10% des gens qui sont franchement complotistes, franchement antisémites, qui imaginent des choses. Ceux-là, on ne peut pas les guérir, on ne peut rien faire. Mais par contre, c'est l'objet de cet ouvrage aussi, c'est que je donne à lire et à connaître à des personnes qui veulent simplement, de bonne foi, comprendre et savoir ce qui s'est passé. Et c'est en ces personnes-là que j'ai confiance, ceux qu'on rencontre dans la rue, dans les réunions, voilà, et qui sont fort heureusement la majorité des gens dans notre pays, qui sont tout à fait raisonnables et souhaitent simplement savoir. Alors, effectivement, on voit bien, il y a une grande marche aujourd'hui dimanche contre l'antisémitisme. On voit bien quand même, quand on regarde un petit peu froidement, que la majorité, vous parlez de la majorité silencieuse, n'adhère pas du tout à cet antisémitisme. C'est que des fractions ou des gens ou des politiques qui se marginalisent de plus en plus, qui n'adhèrent pas à cette lutte contre l'antisémitisme ou cette crainte de l'antisémitisme. Donc, est-ce que c'est ça un petit peu votre message? Est-ce que c'est... dépassons, parce que vous avez été obligé de le faire, dépassons un petit peu l'activisme d'un certain nombre de gens qui ne représentent peut-être pas quand même la majorité de ce que pensent les gens. Oui, alors, je dirais que j'ai envie d'exprimer ce que ressentent les gens qui travaillent sur l'antisémitisme, qui est que un certain nombre de gens d'hommes ou de femmes politiques l'utilisent et l'instrumentalisent. En fait, désigner un coupable et un responsable permet de mobiliser des foules. C'est le cas dans les pays arabes. En réalité, on détourne la colère des gens vers un ennemi qui serait le juif ou Israël. Ça permet aussi à beaucoup de gouvernements non libéraux, en fait, ou non démocratiques, d'éviter d'avoir le regard de leur population sur leurs propres méfaits, corruption, pillage des richesses, etc. Et donc, en fait, on voit bien que l'antisémitisme est utilisé comme un outil de mobilisation et de réorientation de la colère. Donc ça, c'est quelque chose qui est très clair pour moi. D'ailleurs, je crois que Enthoven a dit dans une émission « L'antisémitisme existera même s'il n'existe plus de juifs ». Et je le crois sincèrement. Je crois que c'est un outil et que c'est une instrumentalisation de la colère parce que c'est plus facile de mobiliser contre un ennemi qu'on imagine tout puissant, tirant les ficelles de je ne sais quel complot mondial. Et je pense qu'en France, les gens ne sont pas dupes. C'est-à-dire que la majorité des gens aujourd'hui comprennent bien que la communauté juive, d'abord, elle est multiple. Ce n'est pas vraiment une communauté, en réalité. On appelle ça la communauté juive, mais il y a une communauté assez soudée, un peu religieuse, mais il y a énormément de juifs très laïques et complètement assimilés dans la population française. Et donc, en fait, l'appeler une communauté, je trouve ça difficile parce que vous avez des gens qui votent très à gauche, très à droite. Et donc, ça n'est pas du tout une communauté qui se représente elle-même, en fait. Donc, je suis tranquille sur le fait que la plupart des Français comprennent bien, en fait, l'instrumentalisation que l'on fait aujourd'hui de l'antisémitisme et n'y adhèrent pas. Agnès Buzyn, avec tout ce que vous avez vécu, les moments forts, exaltants, etc., là que vous ne racontez pas dans ce livre, mais qui, on voit bien que vous avez fait, notamment dans cette
dans ce moment où vous étiez ministre, avant cette période-là, probablement des moments extrêmement puissants. Vous avez porté un certain nombre de choses, de valeurs, de réformes, etc. Et maintenant, avec ce que vous avez vécu donc de positif et aussi cette phase très difficile, comment vous voyez vous-même ? Quelle est votre mission ? Vous êtes encore jeune, quelle est la mission que vous vous donnez ? Alors, je pense que je ne suis pas guérie de l'action publique. Elle a motivé tout mon exercice professionnel. Et on le voit dans le livre. Je pense qu'il y a quelques passages quand même qui sont des passages de réflexion politique sur des sujets particuliers, mais quand même des réflexions que j'ai eues et que j'ai toujours sur comment transformer, comment faire mieux, comment répondre aux besoins notamment des populations les plus vulnérables, hein, parce que c'est quand même ce qui vous motive quand vous êtes ministre des Solidarités et de la Santé. Donc oui, j'ai toujours envie d'une action publique. Alors, sous quelle forme, je ne sais pas. Je dirais que j'ai acquis aussi, parce que je suis partie travailler à l'OMS pendant 2 ans après la crise du Covid. Je voulais savoir ce qui se passait à l'OMS. Je voulais comprendre le cœur du réacteur, donc j'y suis allée. Et on m'a donné un poste de diplomate là-bas. Pendant 2 ans, en fait, j'ai représenté l'Organisation mondiale de la santé et les intérêts de la santé mondiale dans les sommets du G7 et du G20 pour le directeur général. Donc j'étais la diplomate du directeur général dans les négociations internationales au moment où se négociait la question des vaccins. Donc c'était vraiment absolument passionnant de voir les équilibres géopolitiques. Et je pense que ça m'a aussi ouvert les yeux sur la place de la France et la place de l'Europe. Je trouve que notre pays se regarde le nombril en permanence. Et je pense que c'est un défaut des médias français de ne pas suffisamment regarder ce qui se passe ailleurs. Ça a été évident pendant la crise Covid. On ne regardait absolument pas comment ça se passait dans les autres pays. C'était invraisemblable pour moi. Et donc, on oublie qu'on est un tout petit pays, qu'on a brillé par notre culture, par notre géographie, par notre histoire, par les Lumières, par nos messages universalistes, mais qu'on est aujourd'hui un pays de 67 millions d'habitants, c'est-à-dire la taille de 2 villes chinoises. 2 villes chinoises aujourd'hui. Les nouvelles villes chinoises font 30 millions d'habitants. Donc un tout petit pays, dans un continent de 350 millions d'habitants qui commence à être un petit continent, sur 9 milliards d'individus, 9 milliards, et ça continue de monter. Et j'ai réalisé à l'OMS à quel point la géopolitique internationale fonctionnait sur le rapport de force et pas du tout sur nos valeurs universelles, qu'on croit universelles, qui ne le sont pas, et qui d'ailleurs sont totalement décriées par un certain nombre de pays qui n'adhèrent pas à l'égalité femmes-hommes ou aux luttes contre les discriminations, etc. Donc, en fait, nous sommes assez seuls. Et si aujourd'hui j'ai un combat à mener, ce serait celui de la souveraineté européenne, ou en tous les cas du renforcement de l'Europe, car c'est notre seule planche de salut dans un monde de plus en plus polarisé et de plus en plus violent. Agnès Buzyn, merci. Merci à vous. Merci d'être venue à Pile-Poule. Donc je rappelle votre livre, journal, janvier-juin 2020, Agnès Buzyn, paru chez Flammarion. Merci beaucoup d'être venu. À très bientôt, j'espère. Merci. C'était Pile-Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.